En ce moment même, logée dans une glande juste au-dessus de chacun de vos yeux, se trouve une substance assez puissante pour modifier la biologie d'un inconnu, à son insu. Pas par la vue, ni par une odeur consciemment perceptible. Des chercheurs ont fait renifler à des hommes des fioles de liquide inodore. La moitié contenait une solution saline. L'autre, des larmes de femmes ayant regardé des films tristes. Par la suite, les hommes ayant respiré ces larmes ont jugé les visages féminins moins attirants. Leur désir a chuté, tout comme leur taux de testostérone. Une étude ultérieure a montré que le simple fait de respirer ce même liquide réduisait l'agressivité masculine de près de moitié. Personne ne les avait touchés, personne ne leur avait parlé. Quelques gouttes d'eau salée avaient discrètement modifié les réactions de leur organisme, sans qu'ils en connaissent jamais la cause. Voilà qui devrait compter parmi les découvertes les plus étranges de la biologie humaine. Pourtant, elle est à peine connue. Et, plus étrange encore, l'homme célèbre pour avoir expliqué le fonctionnement de notre corps a observé les pleurs humains et a conclu qu'ils ne servaient à rien. Charles Darwin a passé sa carrière à chercher la raison d'être de presque chaque trait observable dans la nature. Mais face aux larmes d'émotion, il a baissé les bras. Selon ses propres termes, les pleurs étaient sans but et n'avaient pas plus de sens qu'un éternuement. Il avait tort. Pour le prouver, notre enquête nous mènera sur la piste des pleureuses professionnelles, des larmes volontairement provoquées, des chevaliers éplorés et d'un homme d'affaires japonais qui vend aujourd'hui à des inconnus le soulagement d'une bonne crise de larmes. À la fin de ce documentaire, ce que l'on appelle pleurer, tout simplement, vous apparaîtra comme l'un des mécanismes les plus sophistiqués de votre corps. Commençons par les bases, car elles sont déjà plus étranges qu'il n'y paraît. Vos yeux produisent des larmes en permanence, que vous soyez ému ou non. C'est un fin film lacrymal qui les protège du dessèchement. Un deuxième type de larme survient en cas d'irritation, comme la fumée ou un oignon fraîchement coupé. Enfin, il y a un troisième type, purement émotionnel, qui curieusement se manifeste tardivement. Les nouveau-nés crient dès la naissance, et très fort, mais leurs yeux restent secs. La plupart des bébés ne versent de larmes visibles qu'entre 2 semaines et 3 mois, le temps que leurs glandes lacrymales deviennent pleinement opérationnelles. Le cri de détresse vient en premier. Les larmes s'y ajoutent ensuite, presque comme une fonction distincte, greffée plus tard. Ce décalage est important car pour autant qu'on le sache, l'être humain est la seule espèce à posséder cette seconde fonction, les larmes émotionnelles. De nombreux animaux crient quand ils souffrent. Beaucoup produisent des larmes pour protéger leurs yeux. Mais le fait de pleurer sous le coup d'une émotion n'a jamais été confirmé chez aucune autre espèce, ni les chimpanzés, ni les chiens. Quant aux éléphants, malgré les vidéos virales, il n'existe aucune preuve solide. Nous nous sommes même persuadés, pendant des siècles, qu'un reptile nous avait devancés. Un récit de voyage du XIVe siècle prétendait que les crocodiles pleuraient en dévorant leur proie, par une sorte de remords pervers. Les crocodiles ont bien les yeux humides quand ils mangent, pour des raisons purement mécaniques et non émotionnelles, mais cette fable a eu la vie si dure que Shakespeare l'utilisait encore 200 ans plus tard. Et l'expression nous est restée chaque fois que nous versons des larmes de crocodile. Alors, s'il s'agit bien d'une spécificité humaine qui apparaît indépendamment du cri, à quoi sert-elle vraiment? Depuis des décennies, la réponse qui prévaut est celle du signal. Une personne en larmes envoie un message qu'un simple cri ne peut transmettre, celui d'une vulnérabilité visible et difficile à feindre. Des études montrent qu'une personne aux yeux humides est perçue comme plus sympathique et méritant davantage d'aide que la même personne, le visage impassible. Les larmes agissent comme un drapeau blanc. Dans un conflit, elles peuvent mettre fin à l'affrontement avant même qu'un mot ne soit échangé. Cette théorie nous ramène directement à l'étude initiale. Si les larmes sont un signal, il est logique qu'elles possèdent aussi une dimension chimique, efficace même le nez pris, même dans l'obscurité. L'échantillon de larmes qui a fait chuter la testostérone et l'agressivité des hommes n'était pas une découverte due au hasard. Elle confirmait ce que les scientifiques observaient déjà chez les souris. Un composé lacrymal pousse leurs congénères à considérer l'émetteur comme une menace moins sérieuse et un partenaire moins désirable. L'être humain semble donc employer une vieille ruse de mammifère, émettre une substance chimique qui ordonne silencieusement à l'entourage de baisser la garde. Il a existé une théorie concurrente et elle mérite d'être connue car beaucoup la tiennent encore pour vraie. Dans les années 1980, le biochimiste William Frey découvre que les larmes d'émotion contiennent plus d'hormones de stress que les larmes provoquées par un oignon. Notamment un analgésique naturel, la leuencéphaline. De là est née l'idée populaire que pleurer nous détoxifierait en évacuant physiquement ces substances. L'histoire est séduisante, mais ce n'est probablement pas la bonne explication. Les détracteurs de cette théorie soulignent depuis des années que le volume d'hormones évacué par les larmes est bien trop infime pour avoir un effet interne. Si pleurer nous soulage, et c'est souvent le cas, l'explication la plus probable tient au ralentissement de la respiration, à l'apaisement du système nerveux et à la réaction d'autrui, et non à une purge hormonale.
C'est ici que l'histoire quitte le terrain de la biologie pour explorer ce que les humains ont fait de ce signal, une fois qu'ils ont compris son effet sur les autres. Pendant la majeure partie de l'histoire, les hommes n'étaient pas censés cacher leurs larmes. Achille pleure ouvertement dans l'Iliade. Les rois pleurent tout au long de la Bible. Dans les romans de chevalerie, Lancelot fond en larmes simplement parce qu'il est brièvement séparé de sa bien-aimée, et le récit ne le présente pas comme un acte honteux. Nul n'éprouve le besoin de justifier ses yeux humides. Dans la majeure partie de l'Europe, les larmes étaient un signe de profondeur d'âme, non de faiblesse. La Scandinavie faisait figure d'exception notable. Dans l'Islande médiévale, accuser un homme d'avoir pleuré était une insulte si grave que la venger par le meurtre était considérée comme légitime. Presque partout ailleurs sur le continent, les larmes s'apparentaient à une marque d'honneur. La sphère religieuse a poussé le signal encore plus loin. Les auteurs chrétiens décrivaient les pleurs comme un don spirituel, la preuve visible d'une dévotion sincère. Au XIIIe siècle, certaines religieuses incapables de pleurer sur commande auraient même utilisé une substance irritante près de leurs yeux pour forcer les larmes à venir. Se présenter à la prière les yeux secs était perçu comme un manque de foi. On fabriquait ainsi artificiellement le signal biologique capable de calmer chimiquement autrui, des siècles avant de comprendre son mécanisme. Alors d'où vient le fameux un homme, un vrai, ça ne pleure pas, si cela n'a pas toujours été vrai? En grande partie de l'homme qui le premier avait jugé les larmes inutiles. Dans ce même ouvrage, Darwin classait les cultures selon leur propension à pleurer. Au sommet de sa hiérarchie de la civilisation, il plaçait les Anglais et leurs retenus, décrivant les autres peuples comme pleurant pour des broutiles, comme si les larmes étaient la marque d'un stade d'évolution inférieur. Cette idée s'est imposée dans la Grande-Bretagne victorienne, au moment où l'Empire forgeait un nouveau modèle de virilité, beaucoup plus strict. En l'espace de quelques générations, un policier pleurant lors d'un témoignage pouvait devenir la risée de toute la presse nationale. L'homme stoïque aux yeux secs n'est pas un modèle ancestral. C'est une invention du XIXe siècle, mêlée de considérations de race et de classe, sous couvert de biologie. Il existe pourtant bien une explication biologique sous-jacente. En moyenne, les femmes adultes ont un taux de prolactine supérieur de 60% à celui des hommes, et cette hormone est liée à la fréquence des larmes. Avant la puberté, garçons et filles pleurent à la même fréquence. L'écart se creuse ensuite. Des enquêtes menées dans des dizaines de pays montrent toute la même chose. Les femmes pleurent beaucoup plus souvent que les hommes, de 30 à 60 fois par an, contre 6 à 17 fois pour les hommes. Le facteur hormonal est donc bien réel. Mais il a été instrumentalisé par une règle culturelle bien plus récente et rigide, dictant qui a le droit d'utiliser ce signal. Et dès lors que l'on comprend les pleurs comme un signal, une autre évidence s'impose. Depuis des milliers d'années, les larmes ont un prix. Dans l'Égypte ancienne, les familles engageaient des pleureuses professionnelles, des femmes qui devaient être sans enfants pour se lamenter et s'arracher les cheveux pour des défunts qu'elles n'avaient jamais connus. Rome connaissait le même métier sous un autre nom. Plus une famille avait les moyens d'engager de pleureuses, plus elle paraissait riche aux yeux du voisinage. La pratique a parfois été interdite, car pour se surpasser, les pleureuses se griffaient le visage jusqu'au sang. L'Angleterre victorienne, elle, engageait des muets. Des hommes payés pour se tenir en silence, le visage grave, en tête du cortège funèbre. Ils étaient parfois payés en partie en alcool, et plus d'un récit décrit ces hommes si ivres à la fin de la procession qu'il fallait les charger dans le corbillard pour les ramener. Le but n'était pas de tromper qui que ce soit. Il s'agissait pour une communauté d'exprimer un deuil collectif, même lorsque les proches du défunt étaient trop effondrés, ou au contraire trop dignes pour pleurer eux-mêmes. Cet instinct n'a jamais disparu, il a simplement changé de forme. Aujourd'hui à Tokyo, l'homme d'affaires Hiroki Terai organise des séances de groupe où des inconnus regardent des courts-métrages volontairement déchirants. Pendant ce temps, un jeune homme photogénique, engagé pour l'occasion, passe parmi eux pour sécher leurs larmes avec un mouchoir. Il a monté ce commerce en constatant que dans une culture où l'on contient ses émotions, beaucoup de gens n'arrivaient plus à pleurer sans aide. Entre la pleureuse égyptienne qui s'arrachait les cheveux il y a 3000 ans et le concierge des larmes de Tokyo, presque rien d'essentiel n'a changé. Ils répondent aux mêmes besoins. Revenons donc à l'étude initiale. Ces fioles inodores, ces hommes dont le corps réagissait à leur insu, voyant leur testostérone et leur agressivité chuter en temps réel, sans qu'un mot soit dit. Ce n'est pas un simple réflexe. Ce n'est pas, comme le croyait Darwin, un spasme insignifiant des muscles faciaux. C'est un signal si ancien et si efficace que les humains ont bâti des religions pour le forcer, des économies pour le mettre en scène, et, un temps, des modèles de virilité entiers pour le refouler. La seule chose que les larmes n'ont jamais été, au fond, c'est inutile. Chaque fois que de l'eau salée perle sur votre visage, une partie du monde qui vous entoure, chimiquement, socialement, parfois sans que personne ne s'en aperçoive, reçoit une requête silencieuse, celle d'être plus doux avec vous. Et plus souvent qu'on ne le croit, à travers